Oui. Alors on attend Julien Mignot, peut-être on va lancer un petit appel dans le micro de la librairie. Guillemette. Guillemette, rapatrie-nous Julien Mignot. Le voilà qui arrive. Elle l'a Il a pris par été la main. kidnappé. Bravo Guillemette, super. Bonjour Julien Voilà. Mignot. Bonjour. Ah, on vous voit avec votre appareil. Ouais. C'est plus souvent avec. Là, je l'avais enlevé la dernière fois. Et oui, que c'est cette vrai. fois-ci, bon. Oui. Un laïc. Oui. Il est là. Bon, merci de nous accorder encore quelques minutes. Non, je suis très heureux d'être avec vous encore. Oui, même si on vous a eu il y a quelques jours, on avait envie de revenir avec vous sur ce livre que vous dédicacez là à quelques mètres. Il y a beaucoup de monde Visiblement, oui, Ouais. puisque j'arrive pas à arriver Et voilà. à l'heure pour vous retrouver. Donc on va essayer de ne pas vous garder trop longtemps parce qu'on sait qu'il y a des gens qui attendent leur livre dédicacé. Alors je rappelle pour ceux qui sont là que Julien Mignot, vous êtes membre du jury Labo, au Festival du court-métrage, artiste autodidacte, photographe. Vous réalisez des portraits pour la presse, le New York Times, Libération, Le Monde, pour la musique aussi, Believe, Vagram, Universal, des reportages de mode, etc. Et ce livre que vous présentez là, dont on va parler, eh bien, c'est un travail photographique qui date de 2008 à 2016, une sorte de journal dans lequel on retrouve des photos, en parallèle des travaux que vous aviez réalisés. Oui. Comment vous est venu... Est-ce que c'est une commande déjà ? Non. Non, c'est pas une commande. Non. C'était une envie personnelle de représenter ces images qui n'étaient visibles par grand monde ? En fait, je pense que moi, j'ai mis assez longtemps à me forger un style, et puis je pense qu'il vient vraiment de plein d'influences très différentes que je suis allé puiser aussi bien dans la peinture que chez d'autres photographes, à la fois contemporains ou plus anciens. Et en fait, toutes les images que je faisais en commande ne me satisfaisaient pas complètement pour expérimenter tout ça. Quand on est dans l'exercice de la presse et de la commande, il y a forcément des obligations, donc Oui. on se retrouve à avoir parfois à devoir coller au manques titre, aussi. etc. Donc pour vraiment me sentir libre, en fait, ce que je faisais, c'est que toutes les photos, comme là, avoir l'appareil photo sur le dos et regarder le monde à travers cet appareil-là, pour le décrire, je savais pas quoi en faire, donc je les atterrissais dans un dossier divers sur mon ordinateur, c'était un peu pénible, et je me suis dit, Il y en a beaucoup. il y en avait quelques-unes, ouais, et j'écrivais aussi pas mal en même temps, j'écoutais beaucoup de musique, donc tous les mois je me suis dit, faut qu'elles existent quelque part. Si je les édite, ça veut dire les choisir, je vais forcément me les rappeler. Et à ce moment-là, je pourrais en faire quelque chose. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans, sans savoir très bien où ça allait. Et oui, vous aviez été quand même assez minutieux et comment dire, régulier, parce que pendant 8 ans quand même. Comme faire ses devoirs, en fait. Vraiment une sorte de travail, en fait. C'est la partie laborieuse de mon boulot. Et c'était assez difficile à mettre en forme parce que c'est très hétéroclite. Il y avait à la fois des photographies noir et blanc, des photographies couleur, ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas forcément du paysage, pas forcément des gens, quelque chose d'assez éclectique, et puis il y avait toute cette partie de texte et cette partie d'image que je voulais faire marcher en même temps. Donc on a choisi, avec l'éditeur qui est Filigrane, de se cantonner à 96 photos, c'est-à-dire une par mois pendant ces 8 ans, et on a édité le texte de manière à ce qu'il dure 96 minutes lorsqu'il est lu. C'est Jeanne Balibar qui vous le lit si vous allez à Fontfrède voir l'exposition qui va avec. Et c'est notre Jeanne, et qui a choisi parmi les playlists 96 titres qui baptisent les images qui sont dans le livre. Et donc dans le livre, on peut lire et feuilleter votre livre en écoutant la musique que vous conseillez. Alors ça demande un peu de recherche, mais en tout cas on peut se plonger dedans, et on peut retrouver sur mon compte YouTube, il y a les playlists par année, donc c'est bien, ça permet d'avoir un peu. Et est-ce qu'il y a quelle est la ligne directrice du coup de ce livre ? Est-ce que esthétiquement, en tout cas, par rapport au choix des photos, il y a quelque chose qui est une unité, ou c'est Non, vraiment... la vraie volonté, c'était surtout qu'il n'y en ait pas. Ah. C'est assez réussi. C'est ça. Non, Ça part dans tous les sens. Ouais, mais avec cette unité de journal intime, de raconter quelque chose d'un peu différent, d'avoir un ton qui se formalise un peu petit à petit au fur et à mesure des années. Je pense que c'est aussi ça qui devient un peu émouvant, c'est de voir cette espèce de rapport à l'image qui naît en tout cas, et qui se dessine petit à petit au fil des pages, parce qu'il est à peu près chronologique quand même. Donc il y a quelque chose qui tend en tout cas à ce qui est devenu ma photographie après. On sait que vous êtes que vous êtes un bon portraitiste. Le portrait vous intéresse beaucoup, mais il y a aussi des paysages dans ce livre. Il y a aussi d'autres genres de photos. Ouais, c'est vraiment plus corrélé à une sorte d'errance, disons. Donc il y a
très peu de portraits, il y a très peu de, il y a quand même de l'humain, mais qui devient peut-être, qui apparaît plus comme un symbole, qui apparaît plus comme une présence que réellement comme un individu décrit dans un rapport immédiat, comme dans un portrait, par exemple. Si vous avez choisi une photo par mois, ça veut dire qu'il y en a plein encore qui dorment sur votre ordinateur dans le dossier divers. Et puis depuis 2016, j'ai pas arrêté, c'est un peu le problème. Oui, en plus. Non, ça devient pathologique à ce niveau. C'est ça. Comment vous avez choisi celle qu'il fallait retenir ? Ça, c'était un vrai challenge. On y a passé pas mal de temps, à la fois avec mon galeriste, Yann Di Meglio, de la galerie Intervalle, et avec l'éditeur, en fait. Ça a été un vrai choix d'editing. Donc, après, pour revenir sur effectivement cette question de ligne directrice, oui, il y en a quand même une certaine, puisque dans le chemin de fer, on n'a pas voulu faire quelque chose qui était complètement hasardeux non plus. Vous avez toujours votre appareil sur vous ? Globalement. Très régulièrement. Très régulièrement. Comme on a des téléphones qui sont super performants, certains photographes commencent à se passer de leur appareil photo et font des photos avec leur téléphone. Est-ce que ça vous arrive ? Et non, j'y arrive pas, ça ne met pas du tout dans le même rapport. Je fais des stories qui sont assez nazes sur Instagram. Dès lors que je dégaine un téléphone, je perds mes repères. En fait, le Leica, c'est vrai, pour l'occurrence, c'est un Leica, c'est vraiment une extension. C'est l'objet, c'est la façon de tenir le... Ouais, je pense qu'il y a un vrai rapport ergonomique à ça. En fait, comme un instrument de musique, comme quand on a un violon, un piano, c'est pas le même rapport à l'instrument, pas le même mouvement, pas le même rapport à l'autre aussi, puisque dans la photographie, on est vraiment dans ce rapport. Et puis là, on est sûr que vous prenez une photo, tandis qu'avec un appareil, avec un téléphone, on ne sait pas si vous faites un selfie, si vous prenez quelqu'un. Ça a certains avantages de discrétion, néanmoins. Mais moi, j'aime bien assumer le fait de faire des images et d'avoir un appareil devant le nez, comme ça tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que vous volez des portraits de temps en temps ? Enfin, est-ce que vous dites aux gens quand vous prenez des photos ou ça arrive de... Surtout pas. Vous dites jamais. Non, jamais. Non, après, il y a des questions juridiques là-dedans, et après, en France, on est plutôt assez bien protégés, nous les auteurs. Dès lors que quelqu'un est dans un espace public, c'est quand même, et qu'on ne porte pas atteinte ou préjudice à ce qu'il est, à son intégrité morale, en général, ça pose pas trop de problèmes. Puis ça m'est arrivé d'avoir des ennuis, comme tout le monde, des gens qui disent prends pas de photos. Et en fait, à vrai dire, c'est pas tant les photos, mais plutôt leur exploitation qui fait un véritable objet. Je crois pas que j'ai beaucoup de dommages à intérêt à verser. Le livre n'est que tiré à 1000 exemplaires, tout va bien. Vu qu'il y a beaucoup de paysages. Voilà, en plus. Dans ce livre, donc, on retrouve 96 photos, celle de la couverture. Ouais. Est-ce que vous voulez nous Il y en a 5. Il y a 5 couvertures différentes. Ah, il y a 5 couvertures. Ah mince, j'en ai pris qu'une, moi. Alors, de laquelle s'agit-il ? Alors, on va la voir affichée à l'écran. Oui. Voilà, celle-ci. Oui, alors là, on est sur un bateau entre la Corse et le continent. Ouais. Voilà, et en fait, c'est assez marrant parce que c'est un moment où j'écrivais une lettre à... En fait, pour vous confier un truc qui est un peu perso, et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que ce livre, j'avais commencé de l'écrire lorsque mon père était décédé. Et en fait, j'ai arrêté naturellement lorsque j'ai découvert que j'avais un père biologique qui était différent. En fait, c'est un truc qui est ultra intime aussi pour ces raisons-là. C'est que c'est extrêmement lié à ma famille. Et en fait, finalement, en plus de chercher, je pense, un style photographique, il y avait une question de recherche d'identité qui était là-dedans. Et donc, c'est très drôle que vous choisissiez cette image parce que c'était vraiment le moment où j'ai identifié cette personne-là et que je lui ai écrit. C'est a posteriori que vous faites le lien, que vous recréez votre histoire là. Je me suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte que ça avait démarré en tout cas de manière sérieuse à cette date-là et qu'elle s'était arrêtée naturellement lorsque j'ai retrouvé une deuxième personne. D'accord. Voilà. Alors dans ce livre, donc, il y a des photos qui ne sont pas des commandes. Aujourd'hui, qui sont vos principaux commanditaires ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de liens avec la musique classique. Je travaille, non seulement moi, mais aussi mon studio. Ça veut dire qu'on permet aussi à des jeunes photographes d'une génération plus récente de travailler avec ces institutions-là. Je fais beaucoup de photos de musique de concert. Et je vous avoue que c'est parfois un peu lassant, ou en tout cas qu'on se retrouve à être un peu moins innovant. Donc c'était important aussi d'entraîner avec moi d'autres jeunes photographes et de les pousser à avoir aussi des commandes plutôt, disons, rémunérées correctement, ce qui est un peu un sport national dans la photographie aujourd'hui. Tout le monde pense qu'on peut en faire, mais au contraire, le travail d'auteur a une vraie valeur, je trouve, dans ce monde qui est un peu galvaudé. Donc aujourd'hui, mes commanditaires, ça reste ces institutions-là qui sont la Philharmonie, l'Orchestre national de Lyon, l'Opéra de Paris. Pour la mode, je travaille souvent avec Hermès. Et puis, pour la presse, c'est beaucoup de New York Times et de Vanity Fair. Oui, vous évoquez quelque chose, là, c'est le métier de photographe. Aujourd'hui, c'est pas forcément facile de vivre de son métier quand on est photographe. Quelle est la condition là, des photographes, même ceux de presse ? Alors, dans la presse, c'est un peu différent parce que la presse, il y a quand même une notion de collectif.
On est salarié, on a une carte de presse et il y a une question de défense. Alors après, c'est pas tout le monde. C'est pareil, la presse paye pas toujours en salaire les auteurs, alors que c'est la loi. Ça, c'est important pour les auteurs aussi de le défendre et savoir que c'est leur droit. Et puis aussi, on a tendance à dire, mais c'est formidable, on l'a encore dit il y a 3 jours, je ne manquerai pas de mettre votre crédit, ça reste aussi légal, hein, c'est normal de citer les auteurs en France. Et en revanche, c'est très important de ne pas dévaluer son travail d'auteur au départ et de ne pas se dire qu'on a de la chance de travailler. Le travail, c'est quelque chose qui se paye. Et quand on est un auteur, même tout jeune, tout récent, il y a aussi une valorisation à avoir. C'est presque un conseil que vous donnez là aux jeunes photographes. C'est super important, c'est vraiment important. Pour moi, c'est primordial parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Une fois que son travail a acquis une valeur, il la garde, elle lui colle un peu au basque. Donc si c'est gratuit, c'est compliqué de s'en détacher. Et vivre, on ne paye pas son loyer en notoriété, malheureusement, aujourd'hui. Non, ça marche pas. J'avais une petite question. Je crois que j'ai vu que vous aviez réalisé un court-métrage aussi. Oui. Ça, on n'en a pas parlé du tout. Non, mais non, je l'avais noté. Ben oui. Pardon. Non, mais c'est très bien. Oui, j'avais vu ça, je me suis dit, on n'en a pas parlé. Oui, 2018. Avec Mathieu Amalric, Damien Bonnard et Victoire Dubois. Et alors, c'est quoi cette histoire C'est arrivé par hasard. Parallèlement à la photographie, j'ai commencé en allant livrer du vin avec un vigneron auvergnat. Et il me montait à Paris, j'avais pas trop d'argent pour payer le train, et j'allais livrer avec ce vigneron-là qui avait un peu le vent en poupe au début du vin nature, tout ça. Il s'avère que je voulais faire un documentaire sur le vin nature. Je suis allé voir un producteur que je connaissais, dont j'avais fait un portrait un jour pour qu'il m'explique comment ça marchait le cinéma. Puis comme ça parlait du vin nature, on a beaucoup bu. Et à la fin, je me suis senti assez à l'aise pour lui proposer un scénario de court-métrage que j'avais écrit. Le lendemain, il m'a dit, écoute, c'est super, trouve-moi un casting. Et le lendemain, je l'ai rappelé, je connaissais bien Damien, avec qui on a fomenté le casting Victoire Dubois, et en se disant que déguiser Mathieu Amalric en gitan, c'était aussi une très bonne idée. Et le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, voilà, c'est super, on était en mars, mais par contre, c'est des comédiens cool, mais ils sont dispo qu'en mai. 3 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, je t'ai dit qu'on le faisait, donc on le tourne. Donc, on l'a tourné sans demander d'aide. Et c'est un jeune producteur qui l'a fait vraiment à la force du poignet. On a payé toutes les équipes. C'était une lourde équipe. On a tout tourné en 35 mm. Donc, c'était vraiment un gros parti pris. Et c'est un court-métrage qui parle d'une histoire d'amour pas très linéaire, qui se passe pas très bien. Et d'une photo qui regarde cette histoire d'amour qui se déroule. Voilà. Ah, donc, il y a quand même... la photo qui transparaît. Ouais. Et oui. Évidemment. Évidemment. Et là, avec tous les films que vous avez vus dans cette série Labo, alors je sais qu'on n'obtiendra de vous rien concernant le palmarès. Si, tu crois ? Vas-y, tente. Lâchez cet appareil. Ouais. Est-ce que ça vous donne envie de vous relancer dans un film, peut-être avec vos photos qui seraient pour matière première ou... Alors, il y a plusieurs choses. Si vous allez à Fontfred, il y a une série qui s'appelle Screen Love sur une question des webcams et sur la question du voyeurisme moderne. On est en écriture sur ce sujet-là, en reprenant la même équipe, Damien Bonnard, Victoire Dubois et j'espère Warren Ellis, toujours pour faire la musique aussi. Et donc sur ce sujet-là, ce sera une fiction. Ça commence d'être en écriture. Il y a Damien Bonnard qui revient la semaine prochaine. On est à la Bourboule avec une équipe de 12 artistes pour une sorte de projet rigolo qui s'appelle NIPA. On exposera ça le 6 mars dans les grands termes de la Bourboule. Et donc chaque artiste laisse au commanditaire, qui est donc la ville et les grands termes de la Bourboule, une œuvre. Et en l'occurrence, moi, je tourne un petit film avec Damien là-bas aussi, dès qu'il rentre des Oscars, comme Les Misérables est aux Oscars. Voilà, bravo à lui, c'est chouette. Ouais. Ah bah super, donc on va vous retrouver dans le court-métrage. Il y a plein de choses à venir. Aussi, ouais. Donc c'était une excellente piste, Bertrand, très bonne question, que ce court-métrage de 2018. Un court-métrage qu'on retrouve probablement dans le centre de documentation où sont stockés 40 ans de films, de court-métrages. C'est Chantal Bousquet qui viendra nous en parler tout à l'heure. Et à Fontfred. Il est aussi visible à l'exposition du Centre photographique Fontfred. D'accord, donc jusqu'au 16 mai pour cette expo. Merci beaucoup Julien Mignot. On ne veut pas abuser de votre temps parce qu'on sait qu'il y a des gens qui prennent leur ticket là, quelques J'espère, je vais voir, peut-être que je vais être très déçu. Peut-être qu'il n'y aura plus personne. Non. Mais non, revenez. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est un plaisir comme toujours. Merci beaucoup Julien, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Le Mac du cours, jusqu'à 19h.